Bonjour tout le monde. Alors voilà, comme promis, cette vidéo que je fais de mon cours sur les forces, de manière à vous permettre de réviser correctement pour votre semestriel. Donc, je ne vais pas traiter tous les détails, je vais insister sur les choses qui sont importantes pour la semestrielle. Donc, il y a des choses sur lesquelles je passerai un peu vite, ce qui voudra dire que je ne vais pas vous interroger là-dessus pendant la semestrielle. Ok, c'est un cours sur les forces. Ok, donc vous avez quelques illustrations au début de situations dans lesquelles s'expriment des forces. Vous avez un haltérophile qui utilise sa force musculaire pour soulever une haltère qui elle-même est soumise à la force de pesanteur. Donc ce que l'haltérophile fait, c'est qu'en fait, il combat la force de pesanteur avec ses muscles. Okay, vous avez un système de Palan, comme nous l'avons vu, qui permet de diviser la force en ajoutant le nombre, en ajoutant des cordes. Ici, vous avez une illustration de la force magnétique entre deux aimants. Ici, vous avez une illustration des différentes forces qu'on rencontre pendant le vol d'un avion. Il y a la poussée des réacteurs, il y a la traînée qui est en fait la force de frottement, il y a le poids de l'avion qui est sa force de pesanteur, et la portance qui est la force générée par les ailes qui permet de garder l'avion à l'air. Vous avez un exemple aussi de force du haut vent sur un voilier, la force vélique qui incline le voilier, la poussée d'Archimède qui empêche le bateau de couler, qui le garde à la surface, le poids du bateau, sa force de pesanteur, etc. Alors, peut-être que ça vous donne l'impression que les forces, eh bien, c'est des choses qui s'expriment uniquement dans la vie de tous les jours. Et c'est là que j'ai envie de dire non. Les forces, c'est quelque chose de totalement fondamental. Sans force, il n'y aurait rien. Quand je dis rien, ça veut dire pas de poussière, pas de aucune structure, aucun objet, aucun être vivant, aucune planète, aucune étoile, pas d'univers. Parce que tout ce qui existe résulte de l'action de force, y compris tout ce qui se passe au niveau microscopique. Quand vous avez une réaction chimique, la réaction chimique, elle se produit parce que vous avez des forces qui s'exercent entre les molécules. Et dans les molécules, elles tiennent ensemble parce que vous avez des forces qui réunissent les atomes pour former des molécules. Et puis les atomes, ça tient ensemble parce qu'il y a des forces entre le noyau et les électrons qui donnent à un atome cette structure. Et dans le noyau, vous avez de nouveau des forces qui tiennent les particules du noyau, les protons et les neutrons ensemble. Et puis à l'intérieur des protons et des neutrons, vous avez de nouveau des forces qui agissent, qui maintiennent ce qu'on appelle les quarks, parce qu'on pense que, enfin on pense, oui, on a de bonnes raisons de penser que les protons et les neutrons sont formés de particules plus petites qui sont liées par une force. Okay, donc la notion de force, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on vous présente dans ce cours, mais évidemment, on ne va pas commencer à vous donner un cours de chromodynamique quantique, qui est la théorie qui explique la force entre les quarks. Okay, on est en première du collège, donc on va parler de force, mais dans un contexte qui est plus un contexte de la vie de tous les jours. La... Une chose que vous devez savoir, et là je peux parfaitement vous poser la question pendant la semestrielle, c'est la définition de la force. Et la définition de la force, c'est quelque chose d'un peu indirect, parce que une force, c'est tellement général, c'est tellement ubiquitaire, ça veut dire qu'on trouve ça partout, que la définition, nécessairement, elle est générale. Alors on vous dit, comme définition dans le cours, qu'une force est toute cause capable de modifier la forme ou le mouvement de l'objet sur lequel elle s'applique. Donnons rapidement un exemple. J'ai ce magnifique stylo. Okay. Actuellement, il n'est pas en mouvement si vous considérez son mouvement par rapport à la feuille de papier. Évidemment, il est en mouvement parce que la Terre tourne, parce que la Terre bouge dans l'univers. Mais là, on va dire qu'il n'est pas en mouvement par rapport à la feuille de papier. Maintenant, si je le pousse avec mon doigt, il avance.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec mon doigt? J'ai exercé une force sur le stylo et cette force a modifié son état de mouvement. Okay. Autre cas, une force est capable de modifier la forme d'un objet. Eh bien, j'ai ici un magnifique tapis de souris avec une région en silicone pour poser l'avant-bras dessus. Eh bien, vous voyez que quand j'appuie sur cet objet, peut-être je vous le fais en perspective, quand j'appuie sur ce bout de silicone, eh bien, il se déforme. Okay. Donc j'ai exercé une force sur cet objet, sa forme a changé. Donc voilà les deux cas dans lesquels s'applique cette définition. Nous, on va surtout s'occuper de la modification du mouvement. Ce n'est que dans le cas du ressort qu'on va s'occuper de la modification de la forme. Voilà, donc retenez cette définition, une force est toute cause capable de modifier la forme ou le mouvement de l'objet sur lequel elle s'applique. C'est important. Je vais systématiquement, pendant ces vidéos, répéter plusieurs fois les choses qui sont importantes, dans l'espoir que ça rentre. Bien. Exemple, la masse d'un objet posé sur un coussin en modifie sa forme. Eh bien oui, vous avez un coussin, et puis quand vous mettez votre tête dessus pour dormir, eh bien le coussin il fait quoi? Ben, le coussin il change de forme et il se forme un trou à l'intérieur du coussin. Okay. Et puis cette force qui appuie sur le coussin, c'est ce qu'on appelle la force de pesanteur, on l'a travaillé, c'est une force qui agit toujours verticalement vers le bas quand on est sur Terre. Je ne vous mettrai jamais des forces de pesanteur qui agissent de travers. Et cette force de pesanteur, elle est contrée par ce qu'on va appeler une force de soutien qui est fournie par le coussin, c'est-à-dire que le coussin, plus vous l'écrasez, plus il résiste, et puis il arrive un moment où l'écrasement du coussin est tel que la force de pesanteur ne peut pas l'écraser plus. Bon. Autre exemple, le moteur d'une voiture permet de la mettre en mouvement. Ben, effectivement, prenez une splendide voiture à un instant zéro, je vais dire à t égale 0 secondes, la vitesse de cette voiture est de 0 mètres par seconde. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si j'applique une force sur cette voiture? Alors, c'est en général les moteurs qui appliquent des forces sur les voitures pour avancer, donc on appelle ça des forces motrices, c'est des forces qui permettent le mouvement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si j'applique une force sur cette voiture? La voiture va se mettre à se déplacer, et puis sa vitesse, elle va augmenter au cours du temps. Tant qu'il y a une force qui agit sur la voiture, la vitesse, elle va augmenter, et il va y avoir ce qu'on appelle une accélération. Mais ça, on verra l'année prochaine, vous inquiétez pas. Maintenant, cette voiture, évidemment que si elle roule et qu'elle veut s'arrêter, c'est pas avec son moteur qu'elle pourra le faire. Enfin, oui, il y a ce qu'on appelle le frein moteur, mais le frein moteur, c'est quand vous faites tourner un moteur sans accélérer, il y a des frottements à l'intérieur du moteur qui font que le moteur peut vous freiner. De manière plus générale, nous, on va considérer que quand une voiture qui a une certaine vitesse, disons qu'elle va à 10 mètres par seconde, une certaine vitesse initiale, j'applique une force de frottement sur la voiture dans la direction opposée à sa vitesse, la vitesse est vers l'avant, si j'applique une force vers l'arrière, cette force elle va freiner la voiture, elle va faire diminuer la vitesse de la voiture jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Donc c'est les freins qui font ça sur une voiture. Voilà, alors cette force de frottement, elle va provoquer une décélération de la voiture, alors qu'une force motrice, elle provoque une accélération. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que le mouvement de la voiture, il dépend de la somme de ces deux forces. Il dépend de la force motrice et de la force de frottement. Donc si, comme on le verra plus tard, si la somme des deux est nulle, eh bien la voiture elle ira à vitesse constante. Et puis donc la force de soutien, j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire l'exemple. Si vous avez le sol et vous avez un individu
qui marche sur ce sol, eh bien, eh bien, la force de pesanteur de l'individu, elle va se transmettre au sol par les pieds. Il n'y a pas forcément la même force sur les deux pieds. Eh bien, que fait le sol dans ce cas-là? Le sol va répondre à cette force de pesanteur par ce qu'on appelle une force de soutien qui est dirigée vers le haut. Et donc ici en bas, ces deux forces-là sont des forces de pesanteur. Alors la force de soutien, c'est une force que vous pouvez expérimenter très facilement. Vous êtes probablement en ce moment assis dans une chaise. Si vous vous concentrez un petit peu sur votre corps, eh bien, vous sentez que votre corps est tiré vers le bas par la force de pesanteur. Vous avez qu'à lever un bras puis vous le laissez tomber, bah oui, le bras il retombe sur la table. D'accord? Faites l'expérience. Okay, et puis maintenant, faisons l'expérience avec la main. Quand la main tombe sur la table, à un moment elle s'arrête. Et puis à ce moment-là, si vous essayez de ressentir ce qui se passe au niveau du plat, du côté de votre main qui touche la feuille, eh bien le côté de votre main, il ressent une force qui s'exerce vers le haut. Okay, ce qu'on vous raconte, c'est pas juste théorique. Il y a vraiment une force qui s'exerce vers le haut. Quand on pose un verre sur une table, comme le verre de coca que j'ai ici, eh bien je le pose. Il a une force de pesanteur qui s'exerce vers le bas. Et puis, il y a une autre force, une force de soutien qui est générée par la feuille, par la table, par le fait que tout ça a une structure qui ne peut pas qui n'est pas molle, qui est rigide. Eh bien, ces deux forces-là se compensent et le verre reste en place. Donc, un des objectifs de tout ce cours sur les forces, c'est de nous apprendre à représenter ces forces. Parce que, comme on l'a vu pendant le cours, les forces doivent être représentées par des vecteurs, parce qu'une force, elle a une direction, un sens, etc. C'est pas des quantités numériques, comme des températures, ou des temps, ou des énergies. Et donc, on va devoir développer tout le formalisme vectoriel pour décrire les forces et leurs effets. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours facile, parce que ça demande une certaine gymnastique cérébrale. Ok, autre exemple de force, la force d'Archimède. Alors malheureusement, comme les semestriels ont été rapprochés, etc., ça c'est un chapitre qu'on n'a pas pu couvrir. C'était normalement un chapitre suivant, le chapitre pression. Ok, donc vous ne serez pas interrogé là-dessus. Mais c'est quoi la force d'Archimède? La force d'Archimède, c'est par exemple ce qui permet à un bateau de flotter. Okay, alors là, je vous fais un bateau en coupe. Vous savez probablement que quand un bateau est sur l'eau, il y a une grosse partie du bateau qui en fait est sous le niveau de l'eau. Okay, et alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez le bateau dans l'eau, votre bateau, la coque du bateau qui est sous l'eau, elle prend la place de l'eau. Donc l'eau, elle doit s'en aller de cet endroit-là, mais elle s'en va où? Elle s'en va ailleurs dans la mer, et puis le niveau de la mer, il augmente légèrement, si vous voulez. C'est pas mesurable, mais l'effet, c'est ça qui veut dire, parce que si vous faites ça dans un verre d'eau, ça revient au même. Et cette eau que vous avez déplacée, que vous avez mise un peu plus haut, par la force de pesanteur, elle veut redescendre et elle veut reprendre la place que le bateau lui a pris. Okay, et donc il s'exerce une force vers le haut, qu'on appelle la force d'Archimède, parce qu'elle a été découverte par Archimède il y a très longtemps en Sicile, qui faisait partie de la Grèce antique. Et donc cette force d'Archimède, elle s'exerce vers le haut, et elle est égale à la force de pesanteur qui agissait sur le liquide qui a été déplacé. La force d'Archimède, c'est le poids du liquide déplacé. Et cette force d'Archimède, eh bien, elle va compenser la force de pesanteur du bateau, qui, elle, ne dépend pas de sa position dans l'eau, qui s'exerce vers le bas. Donc, quand on met un bateau dans l'eau, le bateau se stabilise à la hauteur qui fait que la force d'Archimède compense la force de pesanteur. Parce que si le bateau descend plus bas, la force d'Archimède plus profond dans l'eau, le volume d'eau déplacée est plus grand, donc la force d'Archimède augmente et ça fait remonter le bateau. Puis si le bateau il est trop haut, la force de pesanteur est plus importante que la force d'Archimède, donc il descend. Okay, donc il y a ce qu'on appelle la ligne de flottaison sur un bateau, qui est l'endroit où, qui est le niveau auquel il flotte dans des conditions normales.
Et puis évidemment, les bateaux qui sont chargés, ils sont plus bas dans l'eau que les bateaux qui sont vides, parce qu'ils sont plus lourds. Et puis après, on a affaire à d'autres types de forces. Alors, quand on traite de systèmes en rotation, comme un carrousel, là je vous dessine un carrousel vu de dessus, donc là vous avez des sièges avec des enfants qui s'amusent, et le carrousel tourne comme ça, eh bien dans ce cas-là, mais ça vous le ferez que si vous êtes en OS, dans ce cas-là, si vous avez une force par exemple qui s'exerce ici, avec un parent qui exerce une force avec son bras, eh bien pour faire tourner le carrousel, eh bien cette force-là, elle va avoir une influence sur la rotation du carrousel qui dépend de la distance du centre du point de rotation à laquelle vous vous trouvez. Et vous occupez pas de ça pour l'instant. Okay, je vous rappelle simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, que la notion de force est beaucoup plus générale que ça et qu'elle affecte la structure la plus intime de la matière. Hein. Si vous avez un atome qu'on considère comme étant la brique, la brique de la matière, l'élément le plus petit, un atome, ça fait quelques angstroms de diamètre. Un angstrom, c'est un 10 milliardième de mètre. Eh bien, dans l'atome, vous avez un noyau. Dans ce noyau, vous avez des protons qui sont chargés positivement. Vous avez des neutrons qui sont neutres. Et autour de ça, vous avez des électrons qui tournent. Alors les électrons, il ne faut pas les voir comme des planètes, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans le monde de l'infiniment petit. Mais je vais quand même ici placer 2 électrons. Eh bien, tout ça tient ensemble à cause de force, hein, parce qu'à l'intérieur du proton et du neutron, vous avez 3 quarks qui sont reliés par des forces, par ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez des forces qui s'exercent entre les protons et les neutrons pour les faire rester ensemble, parce qu'en principe, ils ne restent pas ensemble. Les protons sont chargés électriquement de la même manière, donc ils se repoussent. Okay, donc il y a une autre force qui les garde confinés dans le noyau, et puis ensuite le noyau qui est électriquement positif, il attire autour de lui des électrons qui sont des petites particules très légères et qui sont négatives, et donc c'est pour ça que vous avez toujours dans l'atome un noyau au centre et des électrons autour, et c'est pour ça que vous avez le même nombre d'électrons que de protons, parce que la force électrique qui attire les électrons vers le noyau, ben, elle dépend de la charge du noyau, et les électrons, ils sont à une certaine distance, parce que c'est à cette distance-là que la force qui les attire vers le noyau est compensée par la force qui les repousse entre eux, vu qu'ils ont la même charge électrique, d'une certaine manière. Hein. Et puis après, quand vous avez 2 atomes qui sont l'un à côté de l'autre, par exemple un atome de sodium, un atome de chlore, l'atome de sodium, il lui manque un électron dans sa deuxième couche, l'atome de chlore, il a un électron seul dans sa dernière couche, donc l'atome de chlore donne un électron à l'atome de sodium, mais l'atome de chlore, de cette manière, il devient il devient négatif, l'atome de sodium devient positif, j'espère que je me suis pas planté en le disant, et donc les deux atomes deviennent chargés électriquement, ça devient des ions, et donc ils s'attirent par une force électrique. Okay, donc les molécules se forment sur la base de forces électriques ou électromagnétiques, pour être plus précis. Et donc toute la matière, tout ce qui existe, ça tient ensemble grâce à des forces.